Alors, il y a un symbole qui est celui des difficultés de Donald Trump au Moyen-Orient, qui est celui du fait qu'on est dans un épisode extrêmement particulier de cette guerre. On va parler de calendrier, bien évidemment. C'est le détroit de Hormuz qui, vous le savez, est quasiment bloqué pour le trafic pétrolier. Vous savez aussi que c'est un lieu crucial, hein. Tout à l'heure, on vous a montré ce reportage du côté de l'Arizona avec l'augmentation du prix de l'essence. Évidemment, c'est lié à la température, à la hausse du prix du pétrole. Température, ce que je veux dire par là, évidemment, c'est le prix du baril. Donald Trump, on a appris, souhaiterait actuellement pour l'économie américaine un baril à environ $50. Du côté des exportateurs, on se dit, bah, tiens, 60, ça serait très bien en termes de consommation, parce que lorsque l'essence est trop chère, bah, résultat aussi, on n'en achète plus. Donc, on se dit 60. Actuellement, on est au-dessus des $100. Donc, c'est le double de ce que souhaiterait Donald Trump, avec justement peu de possibilités pour s'en sortir. Parce que c'est là qu'on rentre dans le problème de ce... Thomas va sortir de ce dossier-là, je suis désolé, ça part comme ça, de ce dossier de calendrier de l'opération, de ce qui est en train de se passer. Du côté de Donald Trump, vous le savez, l'idée était de se dire 4 jours, 6, une semaine, 2 semaines maximum. Ouais, donc vas-y, montre-moi l'extrait, merci. Et donc là, on se dit, ben, regardez, lorsque on dit ne pas paniquer, on dit, ben, ça sera terminé le 1er avril. Le 1er avril, ça fait assez blague pour le coup. Ouais. Ça sera quand même le 33e jour de la guerre. Donc ça, c'est Axios qui révèle ça. Mais Axios va plus loin en disant que du côté israélien, on leur a dit 3 semaines de plus. Ce matin, il y a quelques minutes, Donald Trump à la Maison-Blanche vient de dire qu'il va très certainement annuler son voyage d'État prévu en Chine début avril, parce qu'on sera à gérer la guerre. Donc ça veut dire que ce calendrier des 6 semaines de conflit, hein, déjà on est passé de 4 jours à 6 semaines, va être dépassé. Mais le plus important, c'est cette référence à cet autre article de Axios, encore une fois une source assez juste, qui explique que le problème, c'est que les Iraniens, de manière privée, ont décidé qu'ils n'arrêteraient pas la guerre tant qu'ils n'auraient pas de garantie du côté de Donald Trump, mais sûrement des tas d'autres pays autour d'eux, que ce n'est pas un cessez-le-feu. Et que donc, deuxième aspect de cette réalité, c'est que du côté des différents pays du Golfe, on se dit que c'est une option qui peut durer la guerre jusqu'à septembre, octobre prochain. On s'en rappelle que c'était une date qui avait filtré la semaine dernière. Septembre, on avait commencé à entendre en disant surtout qu'on ne pourrait pas continuer à que faire des opérations où on attaque par avion ou drone, et qu'il fallait trouver d'autres opérations qui allaient nous emmener dans plusieurs mois. On a vu aussi le déploiement de plusieurs groupes, unités de troupes qui s'approchaient de la zone. Si maintenant on commence à entendre ce même genre de calendrier des pays du Golfe, ça commence à être une vraie possibilité. Ouais, et pour la petite histoire, et pour vous donner un petit peu une forme de couleur locale, c'est que ce week-end à la salle de sport, on discute avec quelqu'un qu'on connaît, qui a été pendant 6 ans, c'est ça, hein, il a servi pendant 6 ans, il a fait ce qu'on appelle plusieurs tours du côté de l'Irak et du côté de l'Afghanistan. Et il nous disait qu'il venait de rentrer de San Diego, où il avait passé 3 jours. San Diego, que vous sachiez, c'est en Californie. Et il y a énormément de bases militaires. Si vous avez vu le film Top Gun, c'est du côté de San Diego, avec toutes ces bases militaires. Et donc, il venait de rentrer de San Diego. Il n'y était pas pour les vacances, hein, pour que vous compreniez ce qui est vraiment en train de se passer. Il y était parce que son cousin, qui est militaire,
aujourd'hui, partez pour le Moyen-Orient. Partez aujourd'hui pour cette zone-là et que son cousin voulait savoir comment, en 6 ans, lui, notre ami, avait réussi à survivre et lui a demandé qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me faire tuer. Donc vous avez tout ça qui est en train aussi de peser et lorsque vous êtes en train de déployer aujourd'hui, le lundi 16 mars, des personnes qui sont des militaires qui sont du côté de la Californie, lorsque vous avez ces personnes qui sont déployées, le temps qu'ils arrivent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du côté du Pentagone, on estime bien que cette guerre ne va pas terminer tout de suite, ne va prendre encore du temps et que ce calendrier qu'on nous met en avant où on repousse en permanence les dates, il y a de fortes chances que justement l'idée de se dire ça va aller au-delà de l'été. Et donc la question c'est par rapport à Hormuz. Parce que regardez ce petit montage satellite du côté de Hormuz où on va voir le trafic avant et le trafic après. Et vous allez comprendre tout de suite l'ampleur du problème. Vas-y Thomas. What we're seeing is a Voilà, c'est la vidéo du après, c'est la vidéo depuis une semaine. Et donc Thomas va vous la mettre en fond. Vous voyez que depuis une semaine, il n'y a plus de navires qui passent au niveau du détroit d'Ormuz. Donc c'est un véritable problème. Et dans cet esprit, Donald Trump a compris qu'il risque de tout perdre parce qu'il ne pourra pas se remettre politiquement avec les élections qui arrivent le 3 novembre prochain, d'un baril de pétrole qui va tenir longtemps au-dessus de 100, voire monter. C'est la menace des Iraniens de dire nous, on a de quoi tenir pour le faire monter le baril de pétrole à $200. $200, ça voudrait dire que le prix moyen de l'essence aux États-Unis, l'hypothèse basse, tout à l'heure on a vu cette carte, serait de $5. Aujourd'hui, vous voyez déjà la crise, alors que l'hypothèse basse, la moyenne basse sur l'essence la moins chère est à $3,70. Imaginez à quoi ressemblerait cette carte avec l'essence au plus bas à $5. Ça veut dire qu'il y aurait des États qui paieraient plus de $10. $10, imaginez. On dit entre 10 et 12 pour le Nevada et la Californie. Des États qui paieraient plus de $10 par gallon et que même dans les États les moins populés, les plus Trump si vous voulez, on serait à payer plus du double de ce qu'on payait le mois dernier. Et ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Et donc, aujourd'hui, la priorité de Donald Trump, c'est de trouver des solutions pour Hormuz. On sait qu'il en a demandé à son état-major, qu'on lui a expliqué au niveau de son état-major qu'il n'y avait pas de solution rapide. Le problème de Hormuz, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des tas de pays qui sont, à qui Donald Trump a demandé de venir du côté de Hormuz. Ils ne sont pas pressés à y aller parce que c'est mettre leur propre navire dans un danger d'être des cibles qui se déplacent très lentement dans un corridor extrêmement étroit et donc de se faire tirer dessus. L'ironie de tout ça, c'était que le 9 mars, Donald Trump discutait de se dire tiens, c'est un petit peu trop tôt, mais peut-être qu'on va saisir tout le pétrole iranien. Pourquoi pas? Il disait ouais, on en discute, on ne sait pas, on va voir ce qui se passe. Vous imaginez de toute façon comment ça serait impossible quand vous savez que aujourd'hui, 80% du brut de l'Iran part vers la Chine. Vous imaginez bien que la Chine ne pourrait, allez-y, monsieur Trump. ne pourrait pas laisser ça faire fait plaisir de se dire tiens, le pétrole dont on a besoin, c'est en fait les États-Unis qui le contrôlent. Mais ça faisait partie de cette mythologie. Et donc, depuis 2 jours, et on en a énormément parlé hier,
il y a eu ces révélations, et c'est pour ça que Donald Trump est en colère contre les médias. Du fait, ça a commencé par CNN qui a démontré... non, c'est pas celui-là, ça arrive... Donc voilà, donc ça c'était hier, donc CNN, non, on n'a toujours pas celui qui est titré CNN. Voilà, merci Thomas. Donc du côté de CNN, de se rendre compte que l'administration Trump avait sous-estimé l'impact qui est devenu après dans cet article, je vous l'ai présenté hier, on va avoir cet extrait en disant que du côté Donald Trump, on n'a pas voulu faire confiance à son entourage et que c'était aller encore plus loin avec le Wall Street Journal qui, 2 jours après, expliquait qu'on avait vraiment dit à Donald Trump que ce qui risquait de se passer, c'était que les Iraniens risquaient de bloquer le détroit d'Ormuz, mais il a quand même décidé de partir en guerre. Et donc ça, c'est un énorme problème aujourd'hui pour Donald Trump, parce que, quelque part, on est en train de remettre en question cette image qu'il veut projeter depuis toujours d'être le gars qui sait. Le culte du chef, qui est super important dans tous ces régimes qui, un jour ou l'autre, sont devenus des dictatures. C'est le culte du chef qui est le seul, lui seul, peut répondre à nos problèmes parce qu'il est plus intelligent, il est plus fort que tout le monde. C'est vraiment ce que vend Trump depuis des années. Il voit avant les autres. Et là, Donald Trump n'a rien vu. Donald Trump n'a rien vu. D'où cette espèce de panique autour de la Maison-Blanche pour tenter de corriger cette image. Et on va sortir de ce dossier, Thomas. Et pour corriger cette image, pour montrer qu'il sait et que ce qu'il ne sait pas, personne ne pouvait le voir, on va commencer par ça, Donald Trump a décidé de jouer 2 cartes. La première, c'est de dire que personne ne s'attendait à ce que l'Iran bombarde les pays voisins, tire sur les pays voisins, que c'était une surprise. On s'en rappelle, c'est une ligne de défense qu'il a commencé à tester dans son coup de téléphone samedi avec NBC. Ouais. C'est rare que Trump décide de dire qu'on est surpris par quelque chose. Mais si Trump a opté pour cette ligne de défense, c'est parce qu'elle a été testée et c'est parce qu'il n'y en a pas d'autre que de dire « Ah ben non, ah ben zut, on ne s'attendait pas à ce que l'Iran balance des missiles sur les pays du Golfe. Sinon, on aurait fait ce qu'il fallait. Non, là, on ne s'y attendait pas. Et on va voir que ce matin, dans le cadre surprise, donc il était face aux médias, fatigué, mais il était face aux médias. Il a mis en avant justement l'idée que tout ça, c'était une surprise. Vas-y Thomas. And power. Look what happened in the last 2 weeks. They weren't supposed to go after all these other countries in the Middle East. Those missiles were set to go after them. So they hit Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait. Nobody expected that. We were shocked. Regardez, personne s'attendait à ça. On était complètement choqués. Donc, comment dire, Daddy, si tu nous écoutes, viens t'abonner à La Chute parce que nous, ça fait des semaines que non seulement on en parle, mais qu'on montre les documents. C'est pas nous directement. On montre ces documents, ces rapports 2010, ces études faites par des universitaires, par des spécialistes du renseignement, par des militaires qui, justement, décrivaient exactement ça. D'ailleurs, c'est la réaction de Mehdi Hasan sur X qui n'en revenait pas en disant « Mais ça fait plus de 20 ans que tout le monde dit, du côté israélien comme du côté américain, comme du côté du Golfe, que les Iraniens allaient tirer sur ces pays-là. » Et donc, on voit en termes de communication, pour que Trump dise « Voilà, on a été surpris »,
Hein, c'est histoire de gérer un problème. C'est pas Osmoth, c'est pas Hormuz. Comment ça se prononce en français? Hormuz, merci, il y a un Z. C'est pas Hormuz, mais sur le problème des frappes sur les pays du Golfe, personne s'y attendait. Personne s'y attendait. Donc, c'est pour ça que je me suis raté. Aujourd'hui aussi, on a vu, figurez-vous, l'utilisation, du moins le recyclage. C'est là qu'on voit que Donald Trump, en fait, c'est un ver dans l'âme. Il ne le sait pas, c'est tout. On a vu le recyclage d'un terme qui avait été utilisé au mois de juillet dernier, avec menace de procès contre la presse, avec communiqué de presse officiel de la Maison-Blanche, qui est le mot de oblitérer. Aujourd'hui, ça a fait son retour. Vas-y, Thomas. And power. Patriots at this table, our powerful military campaign to end the threats posed by the Iranian regime continued in full force over the past few days. They have been literally obliterated. The Air Force is gone. The Navy is gone. Many ships have been sunk. They're war-fighting ships, but I guess they didn't know how to use them. And anti-aircraft is decimated, their radar is gone, and their leaders are gone. Other than that, they're doing... Et oui, c'est le retour du mot oblitérer. Encore une fois, ce n'est pas un accident, c'est Donald Trump qui tente de tester différents éléments de langage. Il l'a dit au moins 2 fois lors de ce moment que les troupes avaient été oblitérées. Il ne fait pas référence aux frappes de la guerre des 12 jours au début de l'été dernier. Il fait référence à ce qui vient de se passer là. Donc, ça fait 2 fois en 1 an que Donald Trump vient d'oblitérer. Ça fait faire une petite parenthèse parce que dans cette espèce de ouragan, de temps qui s'arrête jamais, de nouvelles, etc., par moment, on a un petit peu de difficulté à se poser. On va revenir, Thomas, dans le dossier sur cette déclaration de Trump le 17 décembre. Le 17 décembre, c'est pas loin. 17 décembre, Donald Trump fait un discours au sein... c'est le premier extrait, Thomas, juste à côté. Il fait un discours au sein au sein de la Maison Ovale avant de partir en vacances du côté de Mar-a-Lago. Et on en est là. C'était fini. I brought peace to the Middle East. J'ai amené la paix à pas que l'Iran, hein, toute la région. Toute la région. C'est bon, c'est fait. Et puis, regardez, le 17 décembre, il concluait que nous sommes à la veille de la prospérité économique telle que le monde ne l'a jamais vue. Enfin, on ne l'a pas vu. Hein. Non. Entre-temps, le prix du baril a dépassé le 100 $. Et donc, d'un côté, c'est une surprise. De l'autre, on les a oblitérés. Et puis, reste la question de la situation à Hormuz. Et Donald Trump, il est dans une situation particulière où il peut, mais il ne peut pas. Il doit, mais il ne doit pas. Il a dit, mais il n'a pas dit. Et par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de plan confirmé par le Wall Street Journal et par le New York Times qui permet aux États-Unis de prendre le contrôle seul du détroit d'Ormuz. Donc ça veut dire quoi? Ça devient quoi dans la bouche de Donald Trump? Ça devient, par exemple, d'expliquer que, en fait, c'est possible, c'est ouvert. Hein. Ce sont les États-Unis qui ont décidé de le fermer. Non, vraiment. On a la vidéo. Elle y est quelque part, Thomas. Je ne sais plus c'était quoi le titre, mais elle y est. On fait une petite pause. À tout de suite. Ouais, donc on va écouter tout de suite cette vidéo où finalement on nous explique que
les États-Unis n'ont pas besoin du détroit de Hormuz et que sinon, on pourrait y aller. Vas-y, Thomas. Patriots, I mean, sure, I think he's gonna help. I mean, I'll let you know. I spoke to him yesterday. I don't do a hard sell on them because my attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised with the United Kingdom. Because the United Kingdom, 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I said, you don't want to do it. We've been with you. You're our oldest ally. And we spend a lot of money on, NATO and all of these things to protect you. I mean, we're protecting them. We're working with them on Ukraine. Ukraine's thousands of miles away, separated by... Bon, c'est sûrement pas le bon extrait, je suis désolé. C'est comme ça, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a un énorme dossier qui a été envoyé à Thomas quelques minutes avant le début de l'émission et tout n'est pas classé comme cela devrait l'être. C'est pas très grave, vous avez compris l'idée. Comme cette volonté de Donald Trump, donc désormais de demander de l'aide. Mais Donald Trump ne peut pas demander de l'aide. Il ne peut pas demander de l'aide. Donc, il demande de l'aide, mais il ne demande pas de l'aide en même temps. Le 7 mars dernier, par exemple, il expliquait aux Anglais qu'on n'avait pas besoin des Anglais. De dire, voilà, regardez, on n'a pas besoin parce que la guerre, elle est déjà gagnée. Donc, on n'a pas besoin de vous. Et aujourd'hui, dans toute une série de déclarations, il reproche aux Anglais et aux autres alliés de l'OTAN de ne pas venir faire le boulot que les Américains ne veulent pas faire dans le détroit d'Ormuz ou ne peuvent pas faire. Et donc, cela donne cet exercice de gymnastique complètement fou. On va écouter ce montage de Donald Trump qui, dans les mêmes moments, explique que on a besoin d'aide, mais on n'a pas besoin d'aide, que Hormuz est fermé, mais que Hormuz est sous contrôle, que c'est bientôt ouvert, que ça pourrait, mais on ne sait plus. Vas-y, Thomas. I mean, sure, if we ever needed help, they won't be there for us. I've just known that for a long period of time. We have some that are really enthusiastic. They're coming already. This isn't need. Need would be one of the big boys. If we need their mine boats, or if we need anything, any piece of apparatus that they may have because of a situation that they have, they should be jumping to help us. We want them to come and help us with the Strait. My attitude is we don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. Did you follow that? Que Trump dise tout et son contraire, on est habitué. Mais qu'il dise avec 1 minute d'écart, tout et son contraire, c'est pour vous montrer. Alors, soit il y a l'option que nous suggère Christine en nous expliquant qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Pourquoi pas, moi je suis prêt à dire à tout. L'autre chose, c'est qu'on est complètement perdu du côté de la Maison-Blanche. On n'a pas de situation. On est dans une crise complète. Et donc, on en est là. À un moment, il va nous dire que il n'y a rien, qu'on n'a pas besoin d'aide, mais qu'on a besoin d'aide, qu'il n'y a rien. Et je vais vous montrer cette autre vidéo où il va expliquer que c'est un petit peu comme son bateau hôpital, Cody, dont tu nous parlais hier dans les commentaires du jour. Il va nous expliquer qu'ils sont en route, que certains pays, mais je ne vais pas vous dire lesquels, sont déjà en route en chemin vers le détroit d'Ormuz. Écoutez ça. If we ever needed, which is one of the reasons they've always used that as a weapon. Iran has always used that as an economic weapon. And it's not going to be able to be used very long. Numerous countries have told me they're on the way. Some are very enthusiastic about it, and some aren't. Some are countries that we've helped for many, many years. We protected them. Donc voilà, ils sont en chemin. Finalement, peut-être que mon tweet que j'ai posté ce matin sur le fait que ça y est, c'était en route,
peut-être qu'il était, il était prophétique, je ne sais pas. Moi, je vous avais proposé cette option-là, de vous annoncer que Nicki Minaj, la nouvelle égérie du mouvement MAGA, venait de répondre enfin à l'appel Donald Trump et venait mettre le cap sur le détroit d'Ormuz au point où nous en sommes. J'adore ce tweet, super. Mais vraiment, qu'est-ce que le public américain, qu'est-ce que les républicains qui doivent après, eux, répondre à l'interview, sont censés prendre de Trump aujourd'hui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, on a tout entendu. Ce qu'on dit, c'est que quand tout est perdu, il reste la salle de bal. Et donc, ce matin, alors que nous étions en pleine conversation sur la guerre de l'Iran, Donald Trump a parlé de la salle de bal. Et pas qu'un peu. Vas-y, Thomas. Which is one of the reasons is, right outside. In fact, if you look behind me, see the nice gold curtains? If you want to look into a nice foundation and you want to see a lot of work, very deep, very, very deep for specific reasons, we have a magnificent ballroom being built, because this is the biggest room and it holds like 98 people for dinner. But behind me, you're going to have a ballroom that this building and the people occupying it in particular, every president for 150 years has clamored for a ballroom, a large, beautiful room. This is a cocktail room, and this whole floor will end up being a cocktail room for the cocktail area or pre-area for the ballroom before dinners. So we'll have heads of state. We can't even do a heads of state dinner. Usually what they do is they would do them on the lawn. Il a retrouvé un peu son énergie là. Ouais, mais regardez la tête de Johnson, et puis cette séquence, je ne vais pas vous la passer dans son intégralité, a duré de longues minutes entre deux questions, non-stop. entre deux questions sur l'Iran. Et quand on pensait que c'était terminé, ce n'était pas terminé. Par exemple, Donald Trump nous a fait une petite parenthèse à un moment, merci. Je pensais qu'il n'y avait que moi et Maître Eolas qui faisions des petites parenthèses, pour nous parler de la peinture. Oui, il a parlé des sols aussi, du style de marbre qu'il allait utiliser pour sa salle de bal, mais il est revenu sur la peinture et la difficulté de trouver une bonne peinture en or, et que c'était son projet. Il y a le prix Nobel de la peinture apparemment quelque part. Son projet, c'était de trouver une peinture qui refasse exactement la feuille d'or. Vas-y Thomas. Is right out, and the color is white, shiny white, and it looks. A lot of people have commented it looks so much better. Before they had the steel painted gold, and the gold was very cheap. There's actually never been a paint that's made that will look like gold. Steve will tell you that you can't. You either gold leaf it or use real gold bullion, or you use a different color, Steve. Nobody's ever been able to make a gold paint that looks real. A little minor thing for the media. I'm sure you're thrilled with hearing that. But there's never been a paint. I said, someday I'm going to discover a paint where you don't have to actually use gold leaf. Gold leaf is a very, very big and expensive process, but it's a beautiful thing, but not when you use paint. So we got rid of the gold columns, which looked always terrible. They looked cheap and they looked fake. Very much like the media, actually. Donc, vous voyez, il s'adresse à Steve Wynn, le créateur des casinos Wynn à Las Vegas. Ça ne lui appartient plus, en disant à toi aussi, tu n'arrivais pas à trouver la bonne peinture. Mais un jour, je vais découvrir la bonne peinture. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, il a fait... Bon, on était là pour une réunion pour annoncer la fermeture du Trump Kennedy Center et ce nouveau projet, certes. Il a fait une longue parenthèse. C'est son droit, c'est le président des États-Unis, certes. Mais il y a ce moment, pour vous dire, imaginez le livre, les volumes, la collection, l'encyclopédie qu'aurait pu écrire Jake Tapper, lorsque on lui pose une question directement sur l'Iran, il commence à répondre sur l'Iran, et puis il remarque que en bout de table, il y a un milliardaire qui est là, et d'un coup,
se met à lui parler en se trompant de prénom, qui fait que Suzy Wiles est obligée de le corriger parce qu'il est en train de parler. C'est un milliardaire qui d'ailleurs va jouer un rôle clé. C'est un milliardaire d'origine cubaine. C'est le Sugar King. C'est le roi du sucre. C'est un des plus grands soutiens de Donald Trump. Et c'est un de ceux qui, avec Marco Rubio, incite à la prise très prochaine de Cuba. On va écouter ce moment. Vous allez voir, c'est de la folie complète. Au milieu de sa phrase où il est en train d'expliquer ce qui se passe en Iran, il dit « mais il y a machin qui est là. C'est pas Johnny, c'est Sugar King. » C'est parti. And the color, we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. But it always amazed me that we did it. We never asked for reimbursement. And it was really there to serve other countries, not us. And by the way, we have the Sugar King. The same story. Look at that. Alfie von Hool. Alfie, thank you both very much. Huh? That's Pepe, yeah. Pepe. Hi, Pepe. How are you? How are you? Is Alfie in the backstage? Huh? Is he sitting back there waiting for you? No? You doing all right? Pepe is a great friend of all of ours, I think, in the room. Tremendous. And we appreciate you being here. Great to have you. Thank you. Mr. President, honored. That's great. Both of you, thank you very much. So go ahead, please. Mr. President, you've said that Iran does want to make a deal. Hein? Bon, voyez, il a jamais terminé sa phrase. Il est parti sur Alfie. Non, Papi. pas Alfie, c'est Papi. Oh, non, Papi, Alfie est derrière. Imaginez si Joe Biden avait fait cette conférence de presse. Et puis là-dessus, on en revient, c'est les Iraniens veulent faire un deal. Quand je vous dis qu'ils sont tous complètement paumés, Trump en premier, on en est là. Et donc, on va revenir à cette idée de... on vient de dire que Donald Trump s'est trompé. Donald Trump s'est planté sur Hormuz. On a vu l'enquête de CNN, l'enquête du Wall Street Journal, qui l'a tellement rendu fou que ce week-end, il a demandé que ces personnes-là soient poursuivies pour trahison, peine de mort. Donc, lorsque vous prenez tout ça et que vous êtes Donald Trump, dites comment prouver que, non, au contraire, je le savais, d'ailleurs, j'étais le seul. Je le savais, tout le reste est des surprises, mais là, je le savais. Il y a une stratégie que Donald Trump utilise. Encore une fois, ce n'est pas un accident. Je vous raconte ça tout de suite après.